Arnold. Je suis le chargé de plan projet et de tout ce qu'il y a comme finance dans notre festival Paix et Bissau. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'être aujourd'hui à l'Institut français pour la 5e édition du festival Paix et Bissau. Ce festival est une activité artistique et culturelle qu'il est important de conserver pour les générations à venir. C'est pourquoi je tiens à féliciter tous les organisateurs de ce festival qui, à travers leurs projets culturels, qui déjà existent depuis plusieurs années, innovent cette année grâce à leur apport non négligeable dans le processus de pacification à l'est de la République démocratique du Congo. Plus concrètement, ce festival a d'abord commencé par une idée commune entre plusieurs étudiants qui sont demandés à notre niveau que pouvons-nous faire pour contribuer au processus de pacification à l'est de la RDC. D'où l'idée du festival. Rassembler les cultures dans un moment festif, partager ensemble un moment de paix, un moment de joie. Étant étudiants, à l'époque à notre niveau, nous organisions plusieurs ateliers autour de la paix, mais malheureusement tout ce qu'on faisait restait dans l'informel. Aujourd'hui, n'étant plus étudiants, et surtout grâce à nos partenaires, qui sont notamment la maison Bibox, dont nous saluons la présence du représentant du site Kivu. Nous avons aussi d'autres partenaires comme la maison Castel, la maison Beaufort, la fondation Bâti-Serge, Hope Invest Corporation, l'Institut français, et bien sûr d'autres partenaires qui sont tellement nombreux qu'on serait tous les cités. Grâce à ces partenaires, comme on est plus étudiant, on s'est dit, on peut innover cette année, on peut aller de l'avant. Nous avons donc cette année la possibilité de pouvoir plus clairement exprimer notre vision. Et puis ça a principalement comme vision de contribuer au processus de pacification de la paix à l'est de la RDC, grâce notamment à une mission sociale et humanitaire qui se matérialise par toutes nos activités. Pour cette 5e édition, pour être vraiment très bref, il faut retenir 5 dates. La première était hier, le 5 mai à l'hôtel La Roche, où on a eu à faire une conférence de presse et a principalement pour but de pouvoir annoncer toutes les activités du festival. La deuxième date à retenir, c'est ce vendredi 6 mai, où on est ici à l'Institut français pour parler du rôle de l'artiste dans le processus de pacification à l'est de la RDC. Les 2 autres dates à retenir, c'est demain, samedi et dimanche. Je vous invite vivement à l'hôtel La Roche pour ce moment festif qu'on devra partager. Ça sera à partir de 14 heures. Le billet est prévu à 5 $. Dans ce billet, vous avez droit à l'entrée pendant 2 jours, une première consommation, et indirectement, vous contribuez à notre mission humanitaire, parce que tout simplement, le dimanche en 8, c'est la dernière date, le 15 mai, on va organiser un apostolat. Sans plus tarder, nous pouvons présenter le programme pour cette conférence. Le premier intervenant, il va parler de manière plus globale de l'état des lieux des différents conflits armés au Grand Kivu. Il s'agit principalement de Moïse Makanga, qui est un journaliste et actuellement consultant à la Fondation Panzi. Après suivra le deuxième thème qui sera abordé par un artiste et actuellement directeur de l'espace Petro Art, en la personne de Joyeux Bin Kabojo. Il va traiter du sujet portant sur la liberté d'expression de l'artiste face aux conflits armés dans le Grand Kivu. Après suivra M. Jerry Tira, qui va parler de la place de l'artiste dans le processus de pacification au Grand Kivu. Après, le débat sera ouvert, ce sera le moment le plus important, où vous aurez tous la chance de pouvoir exprimer votre voix, de pouvoir montrer ce que vous pensez dans ce sens du rôle de l'artiste dans ce processus de pacification. Après, suivra l'islam, qui sera présenté par un artiste et humoriste, en la personne de Raphaël Koubani. Et juste à la fin, il y aura un mot de remerciement de la part de notre président. Sans plus tarder, j'invite le premier intervenant, qui est Moïse Makanga. Bienvenue.
Bonjour à tous. Il m'a présenté, je m'appelle Moïse Makangara, je suis journaliste indépendant et actuellement je travaille comme consultant à la Fondation Panzi où j'appuie les projets Mouvement des survivants de violences sexuelles, qui est un réseau de survivants de violences sexuelles répartis sur 7 provinces de la RDC et qui réunit plus de 5000 survivants de violences sexuelles. Je suis très content de discuter avec vous cet avant-midi et de parler de la pacification du Kivu. J'aimerais vous inviter à un exercice avant de commencer. Imaginez, quand vous réveillez chaque matin, vous appreniez aux informations que 4 personnes ont été tuées à la machette. Imaginez que cela fasse 1 année, puis 2 ans, puis 7 ans. Chaque jour, vous apprenez que 4 personnes ont été tuées à la machette. Je pense que la ville serait invivable et tout le monde chercherait un endroit sûr pour s'abriter. De 2014 à 2021, les rapports Yotama, qui est un rapport rendu public par les élus de Butembo, a recensé plus de 7400 assassinats dans les territoires des Béni, au nord Kivu, et dans les territoires d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Ce qui fait une moyenne de plus de 1000 assassinats chaque année et environ 4 assassinats chaque jour. En ce temps, les territoires des Béni et les territoires d'Irumu ont connu environ 2230 attaques et dans les 2 territoires, 696 entités ont été attaquées en 7 ans. Mais Béni, c'est un arbre qui cache en fait toute une forêt parce que ça fait plus de 25 ans qu'est la région du Kivu. Et quand je parle de la région du Kivu, je vois l'ancienne province orientale, je vois les Nord Kivu et les Sud Kivu. Ça fait plus de 25 ans que ces 3 provinces sont les théâtres de plusieurs conflits armés. Les rapports mapping de 1993 à 2003 recensaient à lui seul plus de 617 crimes graves. Il y a eu de violences sexuelles, de massacres et un certain narratif voudrait qu'on parle même de génocide. Parce qu'à un moment donné, il y a des communautés qui ont été particulièrement ciblées. Je vais vous donner quelques exemples des crimes recensés par ce rapport et ça nous permettra de comprendre combien les conflits armés ont endommagé notre province, notre région. Le 6 octobre 1996, 32 malades ont été assassinés dans leur lit d'hôpital à Vénéra. Le 14 mai 2000, 350 personnes ont été massacrées à Katugota dans la plaine de la Ruzizi. En 1998, plus de 1000 personnes ont été massacrées à Kasika dans le territoire de Mwenga. À l'occasion de ces massacres, il y a même eu des femmes et des enfants qui ont été enterrés vivants. En 2006, plus de 500 personnes, et ce sont là les personnes qu'on a pu identifier, ont été massacrées à Kanyola, à quelques kilomètres en fait de Bukavu, dans les territoires de Wallonie. Je parle juste de quelques exemples du Sud Kivu, parce qu'en fait c'est notre province, mais retenez que toute la région du Kivu est régulièrement touchée par des massacres. Et il y a 2 types de groupes qui attaquent et tuent souvent dans les Kivu. Il y a d'abord des groupes nationaux qui sont des milices créées par des Congolais et qui régulièrement, pour des conflits ethniques ou des questions de positionnement, attaquent d'autres communautés. Mais il y a également des groupes étrangers. À Béni, par exemple, il est vrai qu'aujourd'hui les ADF comprennent des Congolais, mais à la base, les mouvements des ADF, c'est un mouvement ougandais. En 2006, à Kanyola, ce sont le phénomène, enfin on va parler des phénomènes Rasta, mais ce sont des miliciens FDLR qui sont des Rwandais qui tuaient à Kanyola. Et donc, on comprend qu'il y a 2 types de groupes qui agissent régulièrement et qui massacrent régulièrement les populations du Kivu. Et
Je vais vous donner quelques exemples des conflits qui sévissent dans la région. En Ituri, par exemple, il y a la milice Codeco qui, depuis quelques années maintenant, massacre régulièrement. Ils vont même plus loin et massacrent juste pour déplacer qui sont dans des camps. Il y a des conflits ethniques qui sévissent dans la région et où régulièrement les Hema et les Dendu, qui sont des tribus de la province de l'Ituri, s'entretuent. Donc chaque tribu a sa milice qui attaque régulièrement les membres de leur tribu. Au Nord Kivu, au-delà des ADF, il y a souvent également des conflits ethniques. En 2021, on n'en a pas beaucoup parlé, mais à Walikale, la milice dirigée par Tchekan Tabiri a assassiné 150 personnes. Et beaucoup d'observateurs qui étaient sur place ont dit que ces 150 personnes étaient exclusivement des Bachis, originaires du Sud Kivu, qui étaient à Walikale pour y exercer des activités économiques. Il y a également d'autres conflits entre les Houndé et les Nyanga, qui sont des tribus du Nord Kivu et qui régulièrement s'entretuent entre elles. Au Sud Kivu, il y a des conflits très réguliers dans le haut et moyen plateau, où les Banyamuleke et les Bapépé s'entretuent également régulièrement. En 2021, je pense en 2021-2020, l'attaque du village de Guipoupou a, en une soirée, occasionné la destruction de plus de 200 maisons. Tout un village a été supprimé de la carte en une soirée. Plusieurs morts ont été comptés également. En 2021, un rapport du groupe d'études sur les Congos, qui est un centre de recherche affilié à l'Université de New York, a recensé plus de 120 groupes armés seulement dans la région du Kivu. Je crois que vous imaginez combien on est menacé régulièrement. Si dans une région comme les Kivu, on peut avoir plus de 120 groupes armés, je pense que c'est exactement 122 groupes armés. Et ces différents conflits viennent avec leur lot de conséquences. Si on peut parler de morts, les décomptes s'est arrêté à 6 millions. Mais ça fait plus de 10 ans qu'on parle de 6 millions de morts. En réalité, il y en a plus. Parce qu'à un moment donné, on s'est fatigué et on a arrêté de compter. On compte plusieurs centaines de milliers de femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et les statistiques de l'hôpital des Panzi, par exemple, renseignent qu'à lui seul, l'hôpital des Panzi a accueilli plus de 50 000 survivants de violences sexuelles. Et pourtant, la grande partie des survivants de violences sexuelles n'ont pas la possibilité d'atteindre un hôpital. C'est-à-dire, en fait, le nombre il est très important. On ne saurait peut-être même pas dire combien de survivants de violences sexuelles il y a exactement. Je veux un peu quitter les Kivu pour vous parler de la région du Kasaï. Avec les attaques de Kamina Sabou, l'UNICEF a recensé en 2017 1 400 000 déplacés, dont 850 000 enfants. Et donc, que ce soit au Kasaï, que ce soit au Katanga ou au Kivu, la guerre entraîne très souvent la destruction du tissu social et met en mal la cohésion entre le peuple et les vivre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays riche, mais où les populations, parce que obligées de tout le temps se déplacer, ne sont pas en mesure de mettre en place des activités génératrices de revenus. En 2021, les PAM estimaient que plus de 27 millions de Congolais étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Ce qui est un paradoxe parce que normalement, nous sommes un pays avec beaucoup de sol arable, mais parce qu'on est obligé de tout le temps fouiller, on est obligé de tout le temps chercher des endroits sûrs où on sera en sécurité, on a pour le temps de travailler, de cultiver, et on se retrouve avec 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. Aussi, les différents conflits armés entraînent la circulation facile des armes. Et cela contribue à la hausse du taux de criminalité parce qu'on ne sait pas à qui on remet des armes. Quand il y a un conflit entre des communautés, on remet les armes à tout le monde. Et après la guerre,
par exemple, je prends l'exemple de Kounia-Kéri, avec le phénomène de Raya Mutomboki. Quand il a fallu combattre les attaques des Interahamwe, on a remis des armes à tout le monde. Après le conflit, il a pris fin, mais certaines personnes ont compris que si on avait une arme, on pouvait s'en servir autrement pour se faire de l'argent. Et désormais, cette milice qui était censée défendre la communauté est devenue elle-même un outil d'oppression. Et désormais, ces Raya Mutomboki qui combattaient les FDLR commencent à rançonner leurs propres frères, à instaurer des taxes, et ils sont devenus une arme qui détruit désormais la communauté. Mais comment nous en sommes arrivés là? C'est la question que je me pose. Et les conflits armés ont plusieurs raisons, mais moi j'aimerais insister sur deux raisons que j'estime importantes. Il y a d'abord, à mon sens, les raisons économiques. Beaucoup de rapports ont épinglé des hommes d'affaires qui vivent parfois au Bukavu et étrangers, qui étaient chargés de prendre les minerais exploités dans les zones des conflits et ils assuraient les transferts de ces minerais à Dubaï parfois et dans d'autres pays. Et donc on comprend qu'il y a des personnes qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des conflits armés. Parce que lorsqu'il y a des conflits armés, ils ont la possibilité de faire tourner à moindre coût leur business et d'accéder à des matières premières qui sont importantes pour le fonctionnement de plusieurs industries à moindre coût. Si l'entreprise vient s'installer légalement, elle sera obligée de payer plusieurs taxes, de contribuer au développement de la communauté en construisant des hôpitaux, des écoles. Mais si l'homme d'affaires se rend compte qu'en finançant une milice, il a la possibilité d'accéder à la même quantité de matières premières et d'éviter certains coûts, je pense que pour beaucoup, les choix, il est clair. Il faut forcément alimenter l'insécurité et obtenir les ressources dont on a besoin sans dépenser la même somme d'argent. Et la deuxième raison pour moi, c'est ce que j'ai appelé la raison politique. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a rébellion, il y a négociation, on accède à des postes dans l'administration au gouvernement. Et donc beaucoup de leaders aujourd'hui, ils se disent que voilà, je vais créer une milice dans ma communauté, on viendra négocier, et je serai nommé ministre, ou je serai PDG, etc. Et cela a créé beaucoup de dégâts dans nos communautés, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, chaque communauté, chaque leader a une milice qui est chargée d'assurer ses arrières et de défendre ses intérêts. Je parlais du conflit entre les Hema et les Ndouani-Touri. Mais quand vous regardez très bien, c'est qu'il y a toujours des leaders qui manipulent les jeunes, qui manipulent les populations et qui disent en Ituri, on dit ces Hema, ce ne sont pas nos frères. Ils sont venus chez nous, ils s'enrichissent sur nos sols, il faudrait qu'on se passe d'eux. Et donc, on crée un conflit entre deux communautés, on divise ces deux communautés, et il y a un leader qui se présente à cette communauté comme étant un messie, et qui, à chaque fois qu'il y a négociation, c'est lui qu'on vient voir, et il a la possibilité de régulièrement se positionner. Et dans toutes les communautés où il y a des conflits, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours un leader qui soit dans la communauté, peut-être même qui a été Kinshasa, et qui tire les ficelles pour s'assurer que les conflits ne prennent jamais fin, car il sait que sa survie politique dépend de ces conflits-là. Que faire en fait pour éviter que les jeunes que nous sommes ne tombent dans ces manipulations-là? Que faire pour éviter que nous ne soyons plus les acteurs de la déstabilisation de notre région et que finalement nous soyons des acteurs des changements et que les jeunes que nous sommes, que vous êtes, puissent participer au processus de la promotion de la paix. Moi je vous proposerai de favoriser les échanges culturels et de célébrer la diversité, de célébrer ces différences qui nous caractérisent, que ce soit du point de vue de la tribu, du point de vue de la religion, qu'à chaque fois
qu'on trouve quelqu'un de différent de nous, qu'on se dise que cette diversité peut être utilisée pour qu'ensemble nous puissions développer la communauté à laquelle nous appartenons. J'aimerais aussi nous inviter à beaucoup s'informer afin de comprendre les enjeux de notre époque. Parce que quand on est mieux informé, mieux éduqué, on ne peut pas tomber dans la manipulation. Et c'est très important, je vous invite à beaucoup lire, à beaucoup s'informer, afin qu'on comprenne d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. C'est très important parce que si nous savons où est-ce que nous en sommes, si nous comprenons les dégâts que les conflits armés ont créés chez nous, nous aurons la possibilité de les éviter et d'être des acteurs de changement et des acteurs de développement. Avant de finir mon propos, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à réfléchir sur son rôle en tant qu'acteur de la paix. Que faisons-nous en famille, à l'école, au quartier, pour contribuer à la promotion de la culture de la paix? Comment considérons-nous ceux qui sont différents de nous? Sont-ils des partenaires ou des ennemis? Et je vais finir par une phrase de François Fanon qui disait dans l'anti-livre que dans une relative opacité, chaque génération se doit de découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je vous invite à faire de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble la mission de notre génération et à s'assurer qu'on contribue à la création d'un Congo plus beau qu'avant. Merci. J'allais justement dire d'applaudir pour cet exposé qui est très riche de Moïse Makangala. Heureusement que nous l'avons déjà fait. Je vais directement inviter le deuxième intervenant qui va nous parler de la liberté d'expression, de la place de la liberté d'expression dans ce thème global. J'invite Joyeux Bin Kapoudjou. Bonjour. Voilà, donc je m'appelle Joyeux Bin Kapoudjou, je suis comédien, je suis artiste, j'ai la chance de travailler pour un espace culturel depuis maintenant, on va dire 2 ans, effectivement, et 3 ans sur les papiers. Et toute la vie depuis que voilà, je travaille pour les artistes ou pour l'art ou pour les intérêts de l'art depuis que je ne sais pas encore compter. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je dois mentionner que c'est un honneur d'être de ceux qui, cet après-midi ou cet avant-midi, selon les heures prévues sur l'invitation et les heures auxquelles on a commencé, je dois mentionner que c'est un honneur pour moi d'être de ceux qui peuvent aujourd'hui ou cet avant-midi vous parler du processus de la paix et de ses implications. Les processus de la paix, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler cet élément qui n'a pour facteur que la liberté d'expression. C'est-à-dire que si l'on parle du processus de la paix sans parler de la liberté d'expression, l'on est en train de parler du thé en parlant de l'eau. C'est un concept purement, peut-être boukavien, ou il y a qu'à Bukavu où l'on pense que l'eau sucrée, chaude, c'est du thé. Alors que le thé, si l'on pense aux Anglais, ils vous diront que le thé, c'est l'odeur. Pourquoi je m'embrouille là-dessus? C'est parce que
lorsque j'arrive ici et que nous devons parler de la liberté des... J'ai 15 minutes, donc j'ai tout mon temps. On va s'embrouiller ensemble et tout, jusqu'à ce que ce soit possible de ne plus pouvoir dire quelque chose en 15 minutes. Je m'embrouille là-dessus parce que, en fait, lorsque l'on parle de la paix, on a tendance à penser à l'absence de la guerre, l'absence des conflits armés, l'absence du viol, l'absence de... En fait, une société paisible, c'est vrai. Mais la vraie guerre commence par l'absence de la parole, en fait. Et lorsqu'on aura vu la parole, on nous a tout ravi. Voilà. Dans un contexte où il faut mettre les deux, c'est-à-dire la liberté d'expression, le marier ou l'exprimer à travers le rôle de l'artiste dans les processus de pacification, il va sans dire que puisque l'artiste est celui qui porte les mieux cette liberté d'expression, c'est à travers lui que nous pouvons finalement éduquer à travers les divertissements et se retrouver avec une société de personnes éduquées. J'ai lu un travail qui disait que lorsqu'on avait posé la question à un jeune artiste de savoir si le fait d'avoir une éducation dans une communauté permettait d'accéder à la paix, et l'artiste avait répondu que l'éducation en soi perd sa nécessité, perd son importance lorsque nous sommes dans une société où ce sont les docteurs, les philosophes, les politiciens et les grands hommes, s'il faut identifier grand homme par l'élite intellectuelle de ces pays, lorsque ce sont ces grands hommes-là qui perpétuent les idées ou qui jouent les chiens de garde de ceux qui commettent des exactions et ceux qui entretiennent la guerre en fait dans nos communautés. Et donc là dans ce sens, l'éducation, il est en train de perdre tout son sens. Et du coup, là où la politique a échoué, là où la diplomatie a échoué, là où les soi-disant désarmements n'a d'effet que l'effet d'annonce, il nous reste une seule arme, l'artiste. L'artiste, cette arme qui tue. En fait, l'artiste pour moi c'est un tueur. C'est quelqu'un, il te tue par des mots, il te tue par les rappeurs. Ils savent très bien, et il y en a dans la salle d'ailleurs, que je respecte et que je fanatise. Les rappeurs, ils vont tuer par des punchlines. Les poètes, ils vont tuer par la pensée, par des paroles qui s'adresseront à vos esprits. Les musiciens, ils vont tuer par les expressions et ainsi de suite, mais à travers la musique. Les comédiens que nous sommes, et pour moi c'est la meilleure discipline de toutes les disciplines artistiques, ce n'est pas parce que je suis comédien, nous allons tuer par les rires, mais en éduquant à travers celui-ci. Alors, je suis obligé, lorsque je parle de la liberté d'expression, de faire un rapport entre l'impact qu'un artiste peut avoir directement sur le changement dans sa société. Parce que je vous explique, la guerre en fait, elle commence avant la guerre. Elle se passe pendant la guerre. Et lorsqu'après la guerre, on n'a pas bien entretenu, bien encadré les résultats de la guerre, les survivants de la guerre, on retourne dans un cercle vicieux où on part de la guerre vers la guerre, de la guerre vers la guerre. Et l'artiste, à travers sa liberté d'expression, ce qui lui est permis de s'exprimer, il va pouvoir d'abord jouer un grand rôle dans ce qu'on appelle la prévention des conflits. Je n'ai pas forcément le vocabulaire de nos amis humanitaires, mais en fait, l'artiste va jouer un grand rôle dans ce qu'on appelle la prévention des conflits. Il va vous parler pour vous dire il y a danger. Si l'on ne fait pas ça, il va se passer ça. Vous avez des exemples et des spectacles qui
qui ont conduit des gens à changer des mentalités. Et je vais y revenir. Pendant la guerre, c'est vrai, tout le monde va jouer son rôle. Ceux qui tuent vont tuer. Ceux qui tuent par les armes à feu vont tuer. Ceux qui tuent par le viol, parce qu'il paraît que c'est devenu aussi une arme de guerre, vont tuer. Ceux qui tuent par la parole, par l'éducation, vont tuer. L'avantage avec, c'est que lorsque nous sommes artistes, nous pouvons parler partout. Je disais à Papa Tchira il n'y a pas longtemps que pour moi, les journalistes, c'est des artistes oubliés. Et il me répondait, avec beaucoup de mots auxquels je ne comprenais pas grand-chose, que lorsque les journalistes sont au service de ceux qui oppriment, ils n'ont pas le droit d'être appelés artistes. La liberté d'esprit d'un artiste fait de lui cette arme dont tout le monde a besoin. Si je passe dans le moment après la guerre, vous allez voir que tout ce que fait BVS, par exemple, pour ceux qui connaissent, dans l'encadrement des enfants soldats, vous allez voir que ce qui fait la Fondation Panzi, dans l'encadrement des survivantes des viols, c'est ça, c'est des processus dans un cluster, dans un socle des pacifications. C'est un élément, c'est des éléments parmi tant d'autres qui vont malheureusement ou heureusement à chaque fois faire appel aux artistes. À la Fondation Panzi, nous avons ce qu'on appelle des séances des psychothérapies. C'est comme ça? Des musicaux d'art-thérapie, s'il faut le dire comme ça, où des artistes vont travailler avec les femmes pour les amener à exprimer ce qu'elles ont vécu ou à... Comment on dit Madame, quand vous allez larguer votre mec, vous avez cette façon de dire que vous allez vous défouler, voilà. Si vous en avez, bien sûr. C'est-à-dire, vous avez cette façon de vous défouler, et ces femmes ont besoin de se défouler pour que ce qui était une rancœur, une sorte de rancœur en elles, ne vienne pas perpétuer un processus, une colère qui va devenir plus tard une source d'une autre guerre. J'ai vu des enfants soldats, par exemple, une fois lors d'une exposition ici, où ils avaient pour rôle de pouvoir dessiner. Des ex-enfants soldats qui avaient pour rôle de pouvoir dessiner dans cette exposition ce qui les tracasse, ce qu'ils ont vécu, ce qui les a traumatisés. Et chacun faisait son expression. Et chacun pouvait exprimer ce qu'il ressentait, mais à travers le dessin. Là où l'artiste n'est pas l'acteur direct, l'art devient une sorte de facteur indirect pouvant amener les gens à exprimer leur profond... à exprimer ce qu'ils n'auraient pas pu exprimer directement par d'autres moyens de communication. Il va sentir, par exemple, qu'en 1809, Papa Tchira, je parle sous votre contrôle, je suis en train d'essayer de parler de la Révolution belge, je pense que l'année est bonne. Nous sommes, je pense, en octobre 1809, si je ne me trompe. Puis je vous voulais un regard, Papa Tchira. Est-ce que nous sommes en 1809? Lors de la Révolution belge, vous allez vous rendre compte que c'est une pièce théâtrale parmi les causes directes de la Révolution belge. On va vous parler d'une pièce théâtrale appelée la Nuit des Portiquis. C'est-à-dire que des artistes vont jouer une pièce de théâtre qui va amener les gens à comprendre que ce qui est en train de se passer n'est pas normal.
et qu'il faut quitter d'un état d'oppression vers un état de prise en charge qui pourrait amener la Belgique à cette Belgique qu'on a aujourd'hui. C'est à travers le même processus que je pense le ballet citoyen a vu le jour dans quel pays? Gamaliel, c'est au Burkina? C'est au Burkina Faso, je pense. C'est-à-dire, tout ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde où ce que nous disons n'est pas toujours interprété de la même façon. Ce que nous voulons passer comme message n'est pas le message que les gens prennent de ce que nous avions envie de dire. Et l'esprit de la parole, il n'y a pas une personne qui porte l'esprit de la parole mieux que l'artiste. Les pasteurs ont essayé, les serviteurs de Dieu ont essayé, mais les artistes ont gardé le monopole de cette expression libre qu'ils peuvent parfois maquiller pour faire passer des messages lourds dans des circonstances où, enfin, je donne l'exemple. Qui de mieux peut exprimer la frustration d'une population que l'artiste? En 2019, je ne l'ai pas dit, j'ai fini en droit à l'UCD et j'ai eu la chance de soutenir mon mémoire en première session, mais de faire des examens en deuxième session qui m'amèneraient en fait à finir mes études, c'est-à-dire plus tard. Et donc j'ai fini de soutenir mon mémoire. Au surlendemain de la soutenance, il y a ce qu'on appelle la collation des grades académiques. Ils ont la mauvaise chance de m'inviter pour la prestation d'humour à cette cérémonie. Et donc, toutes les frustrations que j'ai accumulées dans ma soutenance, c'est-à-dire que tu as l'enseignant qui, tu as l'impression, il était en train de régler un conflit particulier avec toi lors de ta soutenance. La seule façon de pouvoir lui dire clairement que tu n'as pas apprécié ce qui s'est passé hier dans ta soutenance, c'était qu'on te donne le micro pour une prestation d'humour. Lorsque nous jouons devant les hommes politiques, je veux qu'on puisse défalquer cela dans l'exemple là. C'est-à-dire qu'on va venir comme si on voulait faire rire, mais en fait on a un message à faire passer. L'artiste que vous voyez là-bas, lorsque le président Tshisekedi est venu à Bukavu, je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller à la résidence du gouverneur pour une prestation, mais j'ai appris des bruits des couloirs que l'artiste avait des choses à dire au président. Et pour dire ces choses au président, il fallait qu'il incarne le président, qu'il parle dans la voix du président. Mais on lui dit petit. C'est-à-dire que toi tu incarnes la voix du président et puis tu fustiges ce qui n'est pas. Tu fustiges les temps, écoutez-moi bien, les temps, avec G à la fin, de droit. Tu appelles les gens à vivre un état de droit. Tu fustiges la corruption, tu fustiges des projets qui sont comme des lancements, tu vois, genre des lancements dans les films de Tanzanie, vous vous rappelez? Un film qui commence pas, genre, vous avez des projets dans l'État comme si on laisse une boîte plus, tu vois. Et la seule façon pour lui de fustiger ça, c'est de le dire dans la voix du président. On lui dit, si tu oses interpréter Tshisekedi, tu descends de là et tu finis en prison. C'est lui qui croit. Papa Tira, lorsque je l'ai rencontré il y a 9 ans, il me disait c'est lui qui tue l'artiste, c'est trompe. Parce que sa plume, là où il n'a pas écrit, il écrira même sur sa tombe. C'est-à-dire, tu l'interdis de parler. Le jour de sa mort, il parle étant mort. Je vous explique. Il me reste, je pense, 5 minutes. Donc on va essayer de faire vite.
commencé un projet qui s'appelle les Requiem pour la paix. En 2010. Quelle année? Ça fait 2 ans. Donc en 2020, je pense. On a commencé les Requiem pour la paix. Et l'un des parrains de ce projet, c'est un projet du Uwezo Africa Initiative, porté par Uwezo bien sûr, mais avec des artistes et chanteurs de la vie. Je me rappelle que l'un des parrains de ces projets, c'était le docteur Moubé, qui est pour moi comme un père. Et quand je les rencontre, on est en train de discuter, il me dit, Joyeux, tu sais, ce qui tue aujourd'hui cette communauté, c'est que ce qui vous arrive, vous avez tendance à penser, comme vous avez tendance à penser que c'est la première fois que ça arrive, vous les normalisez. Ça, il me dit à qui veut l'entendre. Il n'y a pas 6 mois, il me le disait encore dans les couloirs de l'hôpital avec Gamin. Il dit, ce qui vous arrive, vous avez tendance à penser que c'est la première fois que ça arrive. Et puisque vous pensez que c'est la première fois que ça arrive, vous le normalisez. C'est lui qui sait que ce n'est pas la première fois. Ça là, c'est qui a envie de vouloir que c'est déjà arrivé. Il se bat pour faire en sorte d'étouffer la situation avant que la situation devienne gravissime. Il m'a parlé d'un exemple d'un village à Kaziba où une famille avait, des maisons avaient été brûlées avec des gens au sein de la maison. On a toute une famille qui avait été éradiquée comme ça, s'il faut employer les mots, excusez-moi. Et aujourd'hui, lorsque l'on fait la même chose dans certains villages, comme nous n'avons pas des repères dans le passé, comme personne n'a documenté cela, comme personne ne nous a appris, puisque même au sein de l'école, l'histoire que nous apprenons n'est pas la nôtre, écrite par des noms qu'on peut prononcer à peine, on s'est dit, on banalise, on banalise en fait. J'ai envie de vous poser la question, qui peut mieux documenter l'histoire qu'un artiste? J'ai revu encore à cet artiste, un de mes préférés à Bukavu d'ailleurs. Il a écrit l'histoire du Congo en 7 minutes. 7 minutes, l'histoire du Congo, depuis le Lumumba, les indépendances, depuis la BMIC jusqu'à aujourd'hui. Dans toute cette histoire, si des gens comme lui avaient été mis au perchoir, par exemple, si des artistes comme vous, dans la salle, si nous, et ainsi de suite, avions été mis au perchoir pour pouvoir apporter un peu de ce que nous aurions documenté comme histoire, parce que si on la raconte comme histoire, ça va t'ennuyer, ça va te faire dormir, mais si un artiste y met un peu de son art, ça va être mieux à écouter, et le lendemain, c'est de l'éducation par le divertissement qui te permet de pouvoir te dire ça, non, plus jamais ça. Je pense que si aujourd'hui, nous continuons à avoir des exactions et tout ce qui va avec, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore donné la place qu'il faut à l'artiste dans notre société. Les dessinateurs, les peintres, j'en vois dans la salle, il y en a qui te font un dessin, les dessins en tout dit. J'ai vu des gens pleurer face à des dessins parce que ça leur rappelait, ça leur interpellait, ça les interpellait sur une ou autre chose. Pour finir, je vais aller chercher quelque chose qui plaide un peu la cause des artistes. Je suis artiste. Donc j'ai envie de dire, c'est avant-midi, que, en fait, nous ne pouvons apporter la paix, nous les artistes, que si nous avons la paix, que si nous sommes en paix avec nous-mêmes, que lorsque cette paix nous entoure, alors on la pratique, alors on l'enseigne, alors on la partage, alors on l'inspire.
Ce serait con de ne pas dire que aujourd'hui, il y en a qui pensent, il y en a qui ont pensé, déjà autant de... Il y a Hélène Norval et un certain Jean-Claude Cambalé qui disaient que dans le processus de pacification des États africains, les artistes et leur art, c'est ce que l'on peut appeler la paix à petits pas. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les artistes et leur art, c'est ce que l'on peut appeler les débuts d'une bonne pacification, les débuts d'une bonne durabilité de cette pacification. Parce qu'il ne suffit pas de la voir, il ne suffit pas de la prôner. Encore faut-il faire en sorte qu'on n'y revienne pas. Merci beaucoup. Nous remercions beaucoup l'intervenant et sans plus tarder, nous allons inviter le troisième pour les 15 prochaines minutes qui va aussi nous parler de la place de l'artiste dans ce processus. Papa Gervais, bienvenue. Je commence par féliciter les organisateurs. Et comme artiste, je refuse de prester dans l'ombre alors que tous les projecteurs sont tournés vers moi. Je regrette de pouvoir voler la scène à quelqu'un. Je vous prie de vous asseoir là pour les caméras, pour que les caméras puissent continuer à vous voir. Comme metteur en scène, je le mets là. On demande de parler de paix au Grand Kivu. Quel rôle pour l'artiste? Je vais essayer de broder autour des mots clés du sujet paix, Grand Kivu et artiste. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est l'ordre dans la tranquillité. L'ordre pour la tranquillité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Augustin. La paix, c'est un intervalle fragile entre deux conflits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Zorgibib dans un livre intitulé La paix, de ce qu'on appelle collection que sais-je, presse universitaire de France. La paix, c'est la négation de la guerre, l'absence de la guerre. Et la guerre, c'est quoi? Je vais la définir en citant le dictionnaire de l'humour. La guerre est une chose si sérieuse qu'on ne peut pas la laisser au seul soldat. C'est Clémenceau qui l'a dit, et il a dirigé la France. Donc quand il y a guerre et que vous êtes civil, ne croisez pas les bras. Donc, les guerres durent aussi longtemps qu'elles profitent à une minorité. Dans notre pays, nous sommes en guerre, je crois, depuis 1996, et ça dure. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a les affairistes qui en tirent des profits, les vendeurs d'armes, et ainsi de suite. Vous avez dit, quelqu'un a dit ici que nos politiciens ont inventé la stratégie d'avoir chacun une milice. J'ai dit bien les politiciens. Voilà la paix, voilà la guerre, le Grand Kivu. Ah, quand on vous parle du Grand Kivu et que vous êtes des jeunes, vous ne savez même pas qu'est-ce qui s'est passé dans le Grand Kivu. À l'époque coloniale, notre pays était divisé en 6 provinces. Léopoldville comprenait l'actuel Congo central, le Bandundu,
et la capitale. La province de l'Équateur, elle n'existait qu'un seul Kasaï, un seul Katanga, une seule province orientale et un Kivu, qu'on appelait Kivu Maniema. Mais Kivu tout court, que se passe-t-il le 30 juin 1960? Les Congos d'abord, il ne va vivre son indépendance que pendant 4 jours, parce que le 4 juillet 1960, on provoque la mutinerie de la force publique et les gouvernements ne contrôlent plus rien. Le 11 juillet, Tchombe déclare la sécession de la province du Katanga et tous les autres Congolais commencent à suivre ces mauvais exemples. C'est ainsi que le 9 août 1960, une autre province aussi, l'actuel Kasaï oriental, musulman, sous la conduite de Herbert Kalonji, crée ce qu'on appelle l'Empire du Sud Kasaï. Après le 2 décembre, quand Lumumba est arrêté, ses partisans s'enfuient à Kisangani et ils créent ce qu'on appelle la République libre de Stanleyville, commandée par Antoine Gizenga. Et à partir de cette République libre de Stanleyville, Kassamoura viendra ici à Bukavu. Nous sommes encore dans le Grand Kivu. Il viendra ici à Bukavu le 2 janvier 1961. Mais auparavant, il avait déjà envoyé des soldats en provenance de Kumbari. Ils avaient arrêté tous les gouvernements provinciaux de Mirouo. Et quand Kassamoura lui-même arrive, il destitue Munguldiaka Bernardin, qui était envoyé, et Kassamoura lui-même va le diriger pendant quelques mois. Pendant cette période, les grands clivages dans ce qu'on appelle les grands Kivu vont commencer. Pourquoi? Parce que Kassamoura, qui s'improvise gouverneur, eh bien, les grands, disons, les gouverneurs élus Miro et Akisangani. Et pendant cette période, l'Assemblée provinciale de notre Kivu élu Albert Kabare comme gouverneur. Mais le lendemain, Kassamoura le dépose et il impose Adrien Omari qui est Moukous. Les clivages entre les Bakous et les Bachi, les clivages entre les lumumbistes et ce qu'on appelait les modérés vont commencer. Si bien qu'un conflit va se déclencher entre les Kivu central, actuel Sud Kivu, et le Maniema. Tout cela s'arrêtera quand Mobutu prend le pouvoir en 1965. Il élimine d'abord la province du Maniema, qui avait déjà été créée en 1963. Et sans éliminer la province du Nord Kivu, il décide de ce qu'on appelle la territoriale des non-originaires. Il prend Bodji Done, qui était gouverneur ici, dans le Kivu central. La province du Maniema n'existait plus. Il l'envoie au Congo central, le Bas-Congo. Il va devenir le gouverneur là-bas. Il prend Denis Paluku, qui était gouverneur du Nord Kivu, il l'amène ici, le 28 décembre 1966. Mais je crois le 3 janvier 1967, il l'envoie aussi ailleurs et le Grand Kivu redevient unifié comme ça. Cette réunification du Grand Kivu va durer jusqu'à 1987 et puis lorsque le Grand Kivu va commencer à créer beaucoup de problèmes à Mobutu, Mobutu décide de démembrer l'ancien Kivu. Il crée la province, il recrée la province du Mani, le Nord Kivu et
l'Institut central va s'appeler maintenant le Sud Kivu. Voilà. Mais, après ce démembrement, il y a des gens du Sud Kivu qui voulaient que le Maniema et le Nord Kivu reviennent et qu'il n'y ait que Bukavu comme capitale. Et les habitants de ces provinces-là disaient non. C'est ainsi que ces trois provinces ne s'entendent que lorsqu'elles ont un ennemi commun. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un du Maniema, si on ne peut pas réunifier, il va vous dire, mais comment? Nord Kivu, même chose. Plus grave, il y a même des vérités sécessionnistes dans notre Kivu central. Il y a des Rigas, par exemple, qui réclament la province de Lila. C'est leur droit, n'est-ce pas? L'Assemblée provinciale peut décider que la province de Lila va exister. Les grands Kivu, vous voyez, nous les artistes, nous avons du pain sur la planche. Et pour que nous puissions manger froidement ce pain-là, il faut que nous connaissions notre histoire. Malheureusement, vous les jeunes gens, vous ne la connaissez pas. Je viens de vous montrer, je ne fais que brosser. Si vous savez pourquoi les Bachi n'aiment pas les zones du Maniema, c'est parce que sous Chango, le 15 mai 1961, on avait tué des gens à Nyangezi et les Bachi connaissent ça. Cette date-là, sous les zones de Okuluakafa. On arrive à Nyangezi, on tue beaucoup de gens, comme si on tirait sur des insectes. Pourquoi les rébellions mondialistes avaient échoué? Quand les rebelles ont le 3/4 de ce pays et qu'ils prennent Bukavu, les Bachi résonnent comme ça, les Bachi et les Barretas résonnent comme ça. Si Soumiano reprend la ville de Bukavu, il va continuer à nous maltraiter comme il l'a fait en 1961. C'est comme ça que ça va échouer. Mais nous ne savions pas que les mondialistes voulaient rétablir la légalité et venger Lumumba. Tant que nous n'aurons pas vengé Lumumba, nous serons toujours sur l'erreur historique. Parlons maintenant des artistes. Quand on parle des artistes, on croit qu'il n'y a que les musiciens au Congo. Au Congo, les jours où Olamba était mort, pour la première fois à Kinshasa, on décide qu'on ne va pas circuler sur ce qu'on appelle la place vis-à-vis. Et on dit à tous les véhicules de passer outre. Motif, il y a une artiste mort. Et le client qui demande quel musicien. Alors qu'il s'agissait de Olamba, quel musicien? Au Congo, l'artiste, c'est le musicien. Et je crois même que notre ami Jair Benukabo, je crois que l'artiste, c'est l'homme des lettres, le poète, non. Actuellement, on sait, quand on mentionne les beaux-arts, on peut arriver à 10. L'architecture, la céramique, fabrication des vases, l'architecture, construction des maisons, la chorégraphie, la danse, le cinéma, les cinéastes, la cuisine est un art. Si votre femme n'est pas une artiste, le divorce va vite intervenir. La femme peut vous chasser de votre maison en préparant des repas qui reflètent son antipathie vers vous. La cuisine. Et maintenant, vous allez me demander, encore la cuisine peut-elle intervenir dans le rétablissement de la paix? On va y arriver. La littérature, avec toutes ses sous-branches,
la musique, la peinture, la sculpture et le tatouage. Le tatouage est un art qui a disparu, mais auparavant on reconnaissait chacun à son tatouage. Tatouage, on vous voit passer, on le sait, cet homme appartient à telle aire territoriale. Prenons l'architecture. L'architecture. Est-ce qu'on doit avoir la paix à Bukavu maintenant qu'il y a ce qu'on appelle le triomphe du babélisme? Babélisme. N'importe quel citoyen, pour montrer qu'il est devenu riche, il construit une maison à 1000 niveaux, il met ses chèvres sur un balcon, ses enfants sur un autre, et vous pauvres, vous êtes dans une maison basse, on vous regarde d'en haut, n'est-ce pas? On vous méprise, on peut même vous cracher dessus. L'architecture peut être une source de conflit. Une source de conflit. La céramique. Je vais arriver à la chorégraphie. Quand nous vous voyons danser, nous vos papas, au cours des mariages, et que toutes vos danses ne font qu'imiter l'acte sexuel. Question. Toto la n'est-ce pas? Et quand vous mettez une chanson qui va nous pousser à danser comme vous et que nous ne venons pas, le jour de mon mariage, papa n'a même pas dansé. Mais non, vous avez dansé vos danses bachiques, n'est-ce pas? Et bachiques, comme on les appelle, pornographiques, et nous nous sommes arrêtés. Le cinéma. Aujourd'hui, au moins, vous connaissez Lumumba grâce au cinéma. Et vous dites, Lumumba de Koufa, Julia Manamuki. Quand vous le voyez rentrer là, vous dites qu'il est mort, Julia Manamuki. Parce que vous êtes des garçons. Mais est-ce que la femme peut dire que Lumumba de Koufa, Julia Manamuki? Ces jours-là, Lumumba avait donné un exemple. Ma femme est maltraitée, mes enfants sont maltraités. Que dois-je faire en tant que père de famille? Je rentre. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas? Beaucoup de papas aujourd'hui, quand les femmes sont agressées, quand on les attaque, question, rémunération, maman, papi, comment tu as eu $200 ou ma bébé? Il se cache sous le lit. Il se cache sous le lit. Nous parlons de la paix. Les humoristes devraient faire ça. Et l'homme qui s'est caché sous le lit, après avoir envoyé sa propre femme affrontée de Dieu, les jours du matin, là, veillez funèbre, il n'a même pas honte de vous raconter comment ça s'est passé. Et nous trouvons ça normal. Nous, les artistes, nous avons du pain sur la planche. La musique. Bon, je ne peux pas en dire quelque chose. Mais si vous suivez, actuellement, je suis en train d'enseigner un cours et je focalise ce cours-là, il doit enseigner les poètes. Je prends la chanson de Franco Lumumba, héros national. Eh bien, la musique peut contribuer à rétablir la paix. Si vous connaissez une chanson de Rochereau qu'on appelle Le glaçon, je vous donne quelques exemples. Le glaçon, si vous suivez cette chanson-là, vous comprendrez comment ces musiciens avaient lutté pour la paix. Prenons la peinture. La peinture. Je vais prendre plutôt la sculpture. La sculpture, à la place de l'indépendance, vous avez une statue de Lumumba, vous avez une statue de Laurent Désiré Kabila. Dans notre province, au sud Kivu, Laurent Désiré Kabila était Katangé. Lumumba
était Kassaï Mouteter, qui a réalisé ces deux statues-là, Tchongo du Nord Kivu. Vous voyez, quand vous passez autour de ces statues-là, vous oubliez qu'une sculpture du Nord Kivu nous offre à nous l'immortalisation de Lumumba, Kassaï Oriental, l'immortalisation de Laurent Désiré Kabila. Tchongo est mort ici comme une cellule. Nous n'avons pas célébré. Et pourtant, celui-là nous a représentés à Montréal. C'est lui qui a inventé la peinture avec les feuilles séchées de bananiers. Tchongo, le tatouage. Pour vous, le tatouage, c'est Messi. Je crois l'autre joueur là, le Brésilien qui joue à Paris Saint-Germain. Comment vous l'appelez encore? Neymar. Mais vous ne savez pas que le tatouage est un art qui peut être provocateur ou ceci ou cela. Nous, les artistes, nous devons combattre la guerre. Nous devons combattre les injustices sociales. Nous devons résister à l'oppression. Pour une raison bien simple. Un artiste qui s'appelle Aimé Césaire a dit ceci. Nous sommes ceux qui disent non à l'ombre. Quelle est l'ombre aujourd'hui? Vous tous qui êtes là, vous circulez en disant oh mon je vous préfère. Est-ce que vous êtes normaux? Êtes-vous normaux? Et vous ajoutez une phrase qui peut vexer les autres. Je ne sais pas c'est laquelle. Oh mon je vous prévoyais. Prévoir. Ceux qui sont morts là, du côté du lycée, c'était des bâtiments. Est-ce qu'ils sont prévoyants? Un homme qui vient se pendre lui-même, un suicidé, et vous dites qu'il est prévoyant. Soyez sérieux. Si les bâtiments sont prévoyants, les autres ne les sont-ils pas? Vous voyez, ça, ce sont des choses que les gouvernements provinciaux devraient interdire. Mais ça se dit dans toutes les écoles. Comment voulez-vous que les autres nous aiment? J'en arrive aux objectifs de la guerre. Parce qu'il faut savoir pourquoi nous, les artistes, nous devons combattre les guerres et plaider pour la paix. Le premier objectif d'une guerre, c'est l'ethnocide, c'est-à-dire massacrer la culture de l'autre. Vous avez vécu ça. Par exemple, quand les colonisateurs arrivent, ils inventent une loi qu'on appelle loi sur le port d'armes. Alors qu'avant la colonisation, chacun s'est promené avec ses armes. On interdit aux gens de se promener avec des bâtons, des lances, des arcs. Et qu'est-ce que à quoi cela va conduire? On tue notre culture, n'est-ce pas? On va même nous apprendre que nous avons opprimé la femme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez qu'à lire le livre qui est vendu à 6 étoiles, non, 6 livres pour les grands lacs. La femme dans la société, les gars. Quand vous lirez ces livres, peut-être vous rentrerez même à Genèse, où vous verrez que les vrais légas idolâtrent la femme, et la femme modèle chez les légas, on l'appelle Ishiba. Ishiba, la femme moderne. Or, Adam, lorsque le bon Dieu lui a présenté la femme, il l'a appelée Isha. Voyez. Mais on nous a appris ça. L'écocide. La guerre
sur l'environnement. Je crois qu'un poète, un artiste aime la flore et la faune. Vous avez un artiste qui a représenté ici un gorille. S'il n'avait pas eu de modèle, de quoi se serait-il inspiré? La guerre a aussi comme objectif les génocides. Les génocides ont eu des ordres. Voici quelques chiffres. Stanley avait recensé à son époque, Stanley, au Congo, il y avait 25 millions d'hommes à son époque. En 1920, le premier nationaliste congolais, Banda Farnana, dénonce qu'il n'y a plus que 10 millions. La colonisation en avait déjà fauché 15. Les 30 juin 1960, la population du Congo belge était élevée à 14 millions. Pourquoi? Parce que la colonisation était une forme de guerre permanente, oppression. Nous sommes allés au dialogue intercongolais, au pré-dialogue de Gaborone. Le président de Zambie, de la Gambie, je crois qu'à cette époque, c'était Lévi Mwanawasa. Il nous dit, Congolais, si vous êtes sérieux, peace now, la paix immédiatement. Parce que demain, ça sera trop tard. Et ce président-là nous dit, chez vous, on a déjà tué 3 millions de personnes. Et les 3 millions de personnes équivalent à la population de 3 pays africains. La Namibie, les îles Seychelles et le Botswana qui nous accueillent. Vous dites que maintenant c'est 6 millions. Mais puisqu'on continue à tuer, maintenant ça peut être 12 millions. Pourquoi nous nous entretuons? C'est parce que nous sommes des vieux. Nous oublions que même si vous, artistes, vous le dites avec humour, vous joyeux Kabondio, si moi je le dis ici avec humour, les habitants des Bagira, des Kadouzou et même ceux de la ville, ils vont dire, tirer la philosophie aquí. Joyeux du Tchéché-Châtel, ils ne vont pas méditer la profondeur de ce que vous avez dit avec humour. Voici un artiste qui s'appelle Damboka. Il est mort. Mais il lui arrivait de danser dans cette salle en chantant. Tosi Dumeke, Touwane, Diotuichi. Est-ce que les Congolais ont médité sur ça? Tosi Dumeke, Touwane, Diotuichi. Et voilà à quel sport les Congolais se livrent. Or, la guerre aussi est définie comme l'unique sport dont tout le monde sort perdant. Quand vous avez gagné une guerre, eh bien, les vaincus, ils dorment comme dans un combat de catch. Il fait de mort, mais il attend le moment opportun pour se venger. Toute guerre est toujours accompagnée d'un revanchisme. Il peut venir tard. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a actuellement quelqu'un qui s'appelle Poutine en train de guerroyer contre, comment s'appelle ce pays-là encore? L'Ukraine. Quand vous avez étudié, vous avez appris que le pays s'appelait URSS, Union des républiques soviétiques et soviétistes. L'Ukraine faisait partie de ces pays-là, de ces républiques. Mais l'Occident, l'Amérique, l'Union européenne,
Alors que ces deux blocs-là sont des unions. Ils avaient décidé en 1990 de détruire l'URSS sous Gorbatchev. C'est ce qu'on appelle perestroïka. Et à ce moment-là, nous avons vu à la télévision, n'est-ce pas, des étrangers entrer dans ce qu'on appelle KGB, comme quelqu'un peut entrer ici à l'ANR. On les filme en train de détruire les archives de l'ANR, n'est-ce pas? On l'a fait contre nous. Plus tard, vous pouvez dire, nous devons nous venger. C'est ce que Poutine est en train de faire. Vouloir reconstituer l'URSS. C'est ce que nous, les Africains, nous ne comprenons pas. Quand un pays qui s'appelait l'Éthiopie, et que l'Éthiopie contenait même ce qu'on appelle l'Érythrée, l'Éthiopie a été démembrée. On a tenté de démembrer le Nigeria, 1967, 70, ça a échoué. Nous, on tente toujours de nous démembrer. Et on donne des appâts. Si nous démembrons la République démocratique du Congo, peut-être que vous aurez la province de Lila. Et à ce moment-là, les gens suivent. Je ne suis pas gêné de vous informer que même parmi nos clergés, il y en a qui disent, si on démembre le Congo, moi qui suis évêque, je peux devenir cardinal. Tout ça, nous les artistes, nous devons le dire et le dénoncer d'une façon humoristique, ironique, n'est-ce pas? Hein? Il faut savoir dire des choses artistiquement. Jeunes gens, quand une guerre arrive, surtout c'est pour réduire l'élite intellectuelle du pays. En 1942, Hitler pouvait dresser le bilan. Et il disait que dans tous les territoires occupés par l'Allemagne, on avait réussi à réduire l'élite à moins de 3%. J'espère que vous comprenez pourquoi dans notre pays, depuis un certain temps, le système scolaire est tout à fait perturbé, alors que sous Mobutu, sous Kasavubu, l'enseignement était gratuit de l'école maternelle jusqu'à la soutenance de la thèse. Où que vous soyez au Japon ou au pôle Nord, vous étiez boursier de votre pays, la République du Zaïre ou je ne sais pas quoi, aux frais de l'État avec votre femme et tout ça. Mais aujourd'hui, les génocides culturels est là. Les génocides physiques, chaque jour on s'entretue. Nous les artistes, architectes, chorégraphes, céramistes, danseurs, cinéastes, cuisiniers, littérateurs, musiciens, peintres, sculpteurs et tatoueurs, nous sommes tenus à dénoncer tout cela. Parce que nous sommes de ceux qui doivent dire non à l'ombre. Et parce que Césaire a dit, un homme qui danse, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Quand il y a quelque chose à Béni ou à Nitouri, ne croyez pas que nous ne sommes pas concernés. N'est-ce pas? Combien d'évêques Nandes sont venus mourir ici? Qu'avons-nous déjà fait pour montrer que nous sommes solidaires avec les Nandais? Rien. Jeunes gens, organiser un pèlerinage vers le nord Kivu jusqu'à Butembo, ne serait-ce que pour remercier les Nandais qu'ils voient que nous sommes solidaires avec eux. Nous pouvons y aller avec l'appui du prix Nobel de la paix, l'unique qui existe au Congo et qui est chez nous. Merci.
Nous remercions beaucoup Papa Kira pour cet exposé. Et surtout, je pense que tous les comités organisateurs ont pris soin de noter la recommandation qui vient d'être donnée. Je pense qu'on peut prendre 2 minutes pour donner la parole aux représentants du boss au Bukavu. Je pense qu'il aimerait fixer un mot. Bien vu. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi c'est M. Achille Molang, le responsable de Bivox Cook pour le Sud Kivu. En fait, ce n'est pas pour Bivox Cook une première de participer à un festival qui a pour objectif la pacification de notre pays. Nous l'avons fait à Goma avec le festival Amani. Et je pense qu'il y a une semaine que nous avions été contactés par les organisateurs. Malgré les temps qui étaient courts pour nous, nous n'avons pas hésité à nous associer à cette œuvre que nous considérons importante. Pourquoi? Parce que Bivox est une entreprise citoyenne et sans les hommes, on ne peut pas faire les affaires. Sans la paix, on ne peut pas faire les affaires. Raison pour laquelle, dans ce souci-là, d'apporter notre petite pierre à la construction de cette paix, nous n'avons pas hésité de participer à cette 5e édition et nous estimons que ça ne sera pas notre dernière participation. Et je pense ceux qui sont passés déjà ici pour intervenir ont brossé déjà toute la situation et que la paix, c'est notre affaire. J'ai toujours l'habitude de dire que quand on parle des acteurs de développement, on s'est dit que le développement doit être endogène. Et je me dis que la paix également doit être endogène. C'est-à-dire que le processus de pacification doit être endogène. Ce ne sont pas les étrangers qui vont venir nous apporter la paix, mais c'est à nous de nous engager dans ces processus pour amener justement la paix. Et dans ces processus, les jeunes, aujourd'hui, ont un très grand rôle à jouer. Je pense que ceux qui sont passés avant moi, notamment l'artiste Joyeux, l'a aussi bien dit, ceux qui sont là déjà, les élites, les politiciens et tous les autres, ils sont dans une position aujourd'hui qui ne leur permet pas de s'engager réellement dans ces processus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la fois juges et partis. Et alors, nous les jeunes, tels que nous sommes là, nous pouvons travailler, parce que nous estimons que nous sommes encore neutres, et dans cette neutralité-là, nous pouvons aujourd'hui nous engager réellement dans ces processus pour notre futur, parce que le futur de ces pays, c'est nous qui sommes là. Et si nous ne bâtissons pas cette paix aujourd'hui, nous ne travaillons pas pour cette paix aujourd'hui, imaginons quel sera notre avenir. Voilà le petit mot que je voulais placer. Et je nous invite tous réellement à œuvrer dans ces processus-là. Et j'encourage encore les organisateurs. J'ai été surpris quand je les ai reçus dans mon bureau, très jeunes. Et c'est la seule chose qui m'a convaincu directement pour que nous puissions nous engager. Quand j'ai vu des jeunes, je n'ai pas du tout hésité. Je pense que je leur avais dit ça. Et je pense que Bivox sera toujours là avec vous dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va acclamer.